Bonjour à tous et bienvenue dans Élysée 2012, le duel de l'écho avec, comme chaque mercredi, pour décrypter et débattre d'un thème économique de la présidentielle, Philippe Magnière, président de Footprint Consultant et éditorialiste à l'Express, et Bernard Maris, professeur à Paris 8 et chroniqueur à France Inter. Taxer les riches, après la pétition d'un certain nombre de patrons français disant qu'ils souhaitent être plus taxés, la décision de François Fillon d'imposer une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus suscite la polémique. Ce sera donc une contribution de 3% sur le revenu fiscal de référence, dont je rappelle qu'il concerne à la fois les revenus du travail et les revenus du capital, à partir de 500 000 euros. Plutôt que du bricolage, il faudra avoir de la cohérence. Plutôt que de l'inconstance, de l'obstination. Et plutôt que de l'injustice, en définitive, de l'équité. Il y aurait un geste très symbolique à faire, qui serait que ces grandes fortunes remboursent le produit du bouclier fiscal qu'elles ont engrangé depuis 2007. Tout ça, c'est des rustines. Et ça ne présente pas aux Français le grand plan qui permettrait de revenir à l'équilibre avec le soutien conscient du pays. En disant voilà sur quoi on va concentrer l'action, voilà les économies qu'on va faire et voilà les efforts qu'on demandera. Bernard Maris, alors utile ou démagogique une contribution exceptionnelle de 3% sur les revenus de plus de 500 000 euros? Alors, utile, ça va rapporter à peu près combien? 200 millions 200 millions d'euros, oui. D'après les estimations, ce qui avait été déjà donné durant le quinquennat, c'était l'équivalent de 2 milliards et demi d'euros. Donc c'est une petite ristourne sur ce qui a été donné. Moi, j'ai envie de parler d'un capitalisme compassionnel. Vous savez, cette phrase qu'utilisait Bush pour dire oui, bien sûr, nous nous sommes enrichis, tellement enrichis, tellement enrichis. Donc nous devons avoir un petit peu de compassion pour les autres. On a l'impression d'une aumône, en quelque sorte. Donc je crois que vraiment, de ce côté-là, je ne dirais pas démagogique, parce que c'est un terme que j'aime pas, démagogique, à appliquer. Il ne faut pas l'utiliser à tort et à travers, mais moi, je trouve que c'est plutôt un côté charitable. Alors, ce n'est pas de charité dont on a besoin dans une politique économique, surtout dans une politique fiscale. Je ne dis pas qu'il faut faire aimer l'impôt, mais il faut que l'impôt soit juste. Pour que l'impôt soit accepté, il faut qu'il soit juste. Donc, sinon, vous aurez des arguments du genre de Margaret Thatcher qui disait « Parlons de baisser les impôts, vous allez voir, tous les pauvres vont applaudir ». Utile ou démagogique, Philippe Magnière, cette contribution exceptionnelle? Alors, c'est difficile de répondre parce que dans l'absolu, ça ne serait pas idiot, ça a une vertu pédagogique et surtout, ça a une vertu de rassurance pour les gens qui ont l'impression d'être particulièrement victimes de la crise. Et de fait, il y a beaucoup de gens, en particulier dans les plus bas revenus, qui ont été plus victimes de la crise que les autres. Donc si cette mesure, qui en gros n'a pas d'intérêt puisqu'elle rapporte que 200 millions, était l'enrobage de mesures plus rudes, nécessaires et qui rapportent. J'en prends une ou deux au hasard. Augmentation d'1 point ou 2 de la TVA, augmentation d'1 point ou 2 de la CSG. Surtout, pas la TVA, alignement de toutes les obscénités qu'on a pour le moment. Typiquement, si vous êtes retraité, à revenu égal, vous payez 10% de CSG en moins qu'à quelqu'un qui a le même revenu mais qui a le malheur d'être salarié. Tout ça n'a aucun sens. Si cette taxe sur les riches était ce qui permettait de faire passer des mesures plus sérieuses, plus structurantes et plus rentables, et plus justes pour le pays, moi je dirais pourquoi pas, c'est le prix à payer. Ce que je constate, c'est que c'est purement démagogique au sens où ça ne rapporte pas grand-chose et ça n'est pas du tout utilisé comme étant ce qui permet de faire passer la pilule. C'est juste une mesure en soi. Alors j'ajoute que je ne suis pas certain d'avoir tout compris de cette mesure. D'ailleurs, on n'a pas tous les détails. Mais si c'est ce que je crains, c'est-à-dire que ça se déclenche à partir de 500 000 euros, vous avez ce truc complètement fou qui n'est pas du tout conforme à la tradition française du barème avec des tranches de revenus. C'est que si vous gagnez 499 000 euros, alors vous n'êtes pas assujetti. Si vous gagnez 500 à 1 000 euros, l'effet de seuil, ça. Vous êtes assujetti. Non, mais l'effet de seuil, justement, il est corrigé par le barème. Normalement, si vous arrivez au-delà d'un certain niveau, vous avez une tranche supplémentaire sur ce qui est au-dessus de ce niveau. Si je comprends bien ce qu'a dit François Fillon, ça va taxer l'intégralité des revenus si vous avez le malheur d'être au-dessus de 500 000 euros, quelle que soit d'ailleurs la configuration familiale. Un célibataire ou quelqu'un qui a 10 enfants paye pareil. Tout ça est assez démagogique au sens où c'est pas du tout conforme à la tradition française. C'est juste, allez, on fait mal, il faut que ça se voit. Et surtout, ça ne sert pas à faire passer des vraies mesures. Alors j'ai évoqué les mesures fiscales. Le plus important, ce serait évidemment des mesures d'économie, parce que vous l'avez sûrement observé, Stéphanie, ce qui est très amusant dans ce plan, appelé plan d'économie sans doute par antiphrase et par provocation,
l'explication, c'est qu'il n'y a pas un rond d'économie. Enfin, il y a 1 milliard sur 12. On n'est que dans les recettes. Ce sont et des pas hausses du de tout prélèvements. C'est donc dans... la recette de ce qu'il ne fallait pas faire. Bernard Maris, être un riche, c'est justement gagner plus de 500 000 euros, alors... Ça, c'est un problème, mais je confirme ce que vient de dire Philippe Manière, donc c'est démagogique. Je n'osais pas utiliser le terme. Je n'ai pas osé, mais comme il l'utilise, c'est vraiment une mesure totalement démagogique. François Hollande parle de 40 000 euros pour être un riche. 40 000 euros par personne, hein, c'est ça? Oui, c'est dans 80 000 pour le couple, pour un ménage, oui. Je ne sais pas, franchement, qu'est-ce qu'être un riche? Je sais ce que c'est qu'être un pauvre, ça c'est sûr. On le dit, puisque en ce moment, vous avez à peu près 50% des Français qui gagnent moins de 19 000 euros par an. C'est pas beaucoup, 19 000 euros par an pour... de l'INSEE, la pauvreté s'est aggravée en France depuis 2008. Et en plus, la pauvreté augmente. Donc je crois qu'être riche, cette question des riches et des pauvres, je pense qu'on est riche quand on est inutile, j'ai envie de dire, à la société, que sa richesse ne contribue pas à donner du travail, à faire en sorte que l'économie tourne, à faire en sorte qu'il y ait de la recherche, à faire en sorte qu'il y ait des brevets qui se déploient, des choses comme ça. Bon, je pense que de ce côté-là, effectivement, il faut arrêter avec des salaires trop élevés, des bonus extravagants, des effets de rente, etc. Limiter les bonus plutôt que de mettre en place une taxe sur la société française n'est pas inégalitaire. Il faut pas mentir aux Français. Elle l'est moins que beaucoup de sociétés voisines, en tout cas. On va dire qu'en gros, les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, ça va de 1 à 3,5. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup par rapport aux États-Unis, par rapport aux Anglais, même par rapport aux Allemands. C'est un peu plus que nous. Mais ça s'est aggravé pour les très riches. Donc c'est vrai que désormais, être riche, ça se voit. Ça se voit et ça se sent. Et je pense que pour un effet de la justice fiscale, alors Berlusconi, il dit que c'est 100 000 euros. Il disait, puisqu'il a abandonné la taxation sur les riches. C'est 100 000. Philippe Manière, les niches fiscales en France sont-elles justement favorables aux riches ? Ah bah écoutez, par définition, une niche fiscale, ça vous permet de payer moins d'impôts. Donc si vous ne payez pas d'impôts, vous ne pouvez pas vous en servir. Donc c'est amusant parce que moi je vois toujours pointer le fait que les niches fiscales sont plus utilisées par les riches. Bah évidemment, puisque les pauvres ne payent pas d'impôts sur leurs revenus, ils ne vont pas utiliser les niches fiscales. Donc par définition, une niche fiscale, elle profite plus aux gens qui sont le plus riches d'une part et d'autre part à ceux qui sont le mieux conseillés. C'est ce qui fait d'ailleurs à mon avis qu'elles sont à bannir. Pour être très honnête, le seul point positif que je vois dans les évolutions récentes, c'est l'ambition, parce qu'on ne voit pas grand-chose dans les faits, mais l'ambition de réduire le plus possible les niches fiscales. Les niches fiscales, elles n'aident généralement pas du tout ceux à qui elles sont censées servir, c'est-à-dire ceux qui vont, grâce à ces niches fiscales, bénéficier d'investissements supplémentaires, parce que c'est bien documenté en économie, quand vous faites un avantage fiscal, c'est presque toujours les intermédiaires qui le mettent dans leur poche et très rarement le destinataire final. Mais ça permet à des gens qui sont bien informés, donc effectivement des gens qui se trouvent généralement en plus avoir du pouvoir et de l'argent, de bénéficier d'avantages qui profitent très peu à la collectivité. Donc les supprimer tout ou presque, moi je garderais juste l'emploi à domicile parce que je crois que ça aide quand même un petit peu. Et le crédit impôt recherche pour les entreprises, mais je garderais il faut les supprimer. Il y a 100 milliards de réserves. Stéphanie, pardon, un dernier point là-dessus, ça n'est pas ce qu'on fait. Ça n'est pas ce qu'on fait parce que si on me disait bon, on a bien regardé, il y en a plein qui servent à rien. C'est d'ailleurs ce que montre le rapport de l'inspection des finances. Donc on les supprime, celles qui ne servent à rien, et on conserve une ou deux ou trois qui ont de l'importance et de l'utilité. Moi je dirais parfait, c'est pas ce qu'on fait. On dit ouais, tout ça sert pas à grand chose et d'ailleurs on va toutes les raboter à peu près de manière homothétique de 10%. C'est le degré zéro de la politique parce qu'il faudrait faire des choix pour faire de la politique. Très bien, mais vraiment je suis très content de ce qu'il dit là parce que j'ajouterais avec Philippe. Il faudrait qu'on soit en désaccord de temps en temps quand même. Non, c'est vrai que le système fiscal français est en gros injuste. C'est-à-dire qu'en gros c'est les classes moyennes qui payent, on va dire. Les pauvres en profitent parce qu'il y a une certaine redistribution et les très riches paient moins que les classes moyennes. Donc c'est un système qui est injuste. Ce n'est plus un système progressif. Donc l'histoire des niches fiscales... C'est ça le vrai problème. Il est progressif puis dégressif pour la toute petite pointe. Il est progressif puis dégressif. Pour un cadre qui gagne bien sa vie, croyez-moi, il est progressif. Les cotisations... Mais oui, mais c'est les classes moyennes, ça. Enfin les classes moyennes. Plus. Attendez, tout le monde croit être dans la classe moyenne. Les 10% les plus riches, ça commence à 37 000 euros par an. D'accord, c'est quand même pas non plus des salaires absolument mirobolants. Donc, à partir, pour ces gens-là, ça devient un système qui est injuste. Et on rabote, mais je suis entièrement d'accord avec Philippe, on rabote toutes les niches fiscales de façon identique, alors qu'il faudrait en supprimer beaucoup, et que le problème, c'est la progressivité de l'impôt. La progressivité de l'impôt n'est pas une notion économique, c'est une notion politique et morale. Personnellement, j'y suis favorable, parce que je suis favorable à la justice. Progressivité, donc vous expliquez, hein, voilà. C'est-à-dire plus on a un revenu élevé, plus on paye d'impôts, c'est ça. Si vous êtes pour la
progressivité. Si vous êtes pour la progressivité de l'impôt, il faut instituer, comme les Anglais, une tranche à 50%, et il faut revenir sur les avantages qui ont été donnés à l'impôt sur les successions, qui était l'impôt le plus progressif en France. Fiscal, donc on revient sur je crois que ce qui vient d'être dit est important, parce qu'on distingue, vous posiez la question tout à l'heure, Stéphanie, qu'est-ce qu'être riche? Là, on a répondu beaucoup en termes de revenus. Mais la vérité, c'est que la richesse, c'est pas le revenu, c'est le patrimoine. Oui. Et moi, ce qui me fascine dans ce bilan de Sarkozy qu'on pourra faire, alors on n'est qu'à 4 ans et demi, on n'est pas tout à fait à 5 ans, mais dans le fond, quand on y réfléchit bien, il a donné des avantages assez substantiels aux possédants, c'est-à-dire puisque l'ISF a été réduit de différentes manières, mais enfin en gros, si on est assujetti à l'ISF, on paye moins qu'avant. En revanche, on est en train d'augmenter l'impôt sur le revenu, il faut dire les choses telles qu'elles sont, par la suppression des niches qui est bienvenue d'une part, par l'augmentation avec cette tranche à 3%, que moi je trouve très malvenue, mais peu importe, on est en train d'augmenter l'impôt sur le revenu. Si vous faites le bilan, qu'est-ce que ça envoie comme signal? Ça envoie comme signal, la richesse qui s'hérite, on la respecte. Il faut laisser l'argent aux riches. En revanche, la richesse qui se mérite, le revenu, qu'est-ce qui va se passer? Si vous ne pouvez plus devenir riche parce qu'on vous pique l'argent que vous gagnez, eh bien, ce seront toujours les mêmes qui seront riches. Donc, je pense que c'est un signal insensé. C'est comme si le président Sarkozy disait « Je prends la photo des riches aujourd'hui et je ne veux plus que ça change ». C'est pas sérieux. Pour aller dans le sens de Philippe. Il est question d'ailleurs d'une réforme justement de l'impôt sur le capital. Enfin, en tout cas, on en discute, disent-ils. Sur les revenus du capital. Mais sur les revenus du capital. Sur la pauvreté en France, pour la première fois dans l'histoire de France, c'est les actifs qui sont plus pauvres que les retraités. C'est quand même une aberration dans le fonctionnement d'une économie. Plus taxer les retraités, Bernard Maris, bien sûr, plus taxer l'héritage, plus taxer toute forme de rente. Toute forme de rente, d'héritage et d'inactivité, j'ai envie de dire. Et il faut que les actifs retrouvent le goût du travail, le goût de s'enrichir, le goût de faire des progrès, etc. Philippe Magnière, qui est un vrai libéral, est pour la suppression de l'héritage. Parce qu'il pense que c'est l'égalité des chances. Non, je suis un vrai libéral et justement, je suis contre la suppression de la taxation. De l'héritage. De l'héritage, oui. Moi, vous êtes comme Warren Buffett, qui est d'ailleurs favorable aussi à la suppression de l'héritage. Je pense en tout cas qu'une des grandes inégalités dans la vie, c'est selon que vos parents sont nés riches ou pas. Donc, effectivement, l'une des mesures les plus injustes du gouvernement Sarkozy, ça a été de revenir sur la progressivité de l'impôt sur les successions. Et là, il y a quelque chose à gagner. Et bon, il a donné 2 milliards là aussi, c'est beaucoup. Si vous ajoutez tout ce qui a été donné d'un côté et de l'autre, pour des résultats économiques modestes, sinon nuls, sinon négatifs, eh bien, il est évident qu'il y a une grande réforme fiscale à faire. Donc, réforme fiscale sur les rentes, sur l'héritage. Philippe Magnière, quel est votre point de vue sur la fusion CSG, impôt sur le revenu? Ça, c'est ce que propose la gauche. Moi, un grand impôt commun à tous, une assiette très large et une forte progressivité. J'ai dirigé l'Institut Montaigne et c'était une des propositions qu'on avait faites, c'était de rapprocher la CSG et l'impôt sur le revenu. Je crois que c'est de bonne politique parce que vous avez d'un côté un impôt proportionnel, la CSG, dont les gens ne voient pas qu'ils le payent, et de l'autre côté un impôt qui fait très mal quand on le paye et qu'on est dans les tranches supérieures, qui est l'impôt sur le revenu, qui est très progressif, mais que seulement la moitié des Français payent. Si on rapprochait tout ça, on aurait un truc à 2 étages avec tout le monde paye une certaine somme proportionnellement, et puis en France ne paye pas l'impôt sur le revenu. Pas d'impôt sur le revenu, mais tout le monde paye de la CSG. Donc je pense que ça aurait quand même des vertus de simplicité, ça amorcerait le prélèvement à la source, ça serait pas mal. Ce qui m'inquiète, c'est qu'un certain nombre de gens, en particulier à gauche, qui sont favorables à cette solution, pensent que ce sera le moment justement de rendre l'impôt globalement plus progressif, ce que je ne crois pas, moi, du tout nécessaire. Vous disiez tout quel était l'impôt nécessaire de rendre l'impôt plus progressif? Non, l'impôt en France est déjà très progressif, l'impôt sur le revenu. Il est moins progressif qu'en Angleterre, par exemple. En Angleterre, ça fait une bonne demi-heure qu'il est plus progressif. Non, j'exagère, mais pas beaucoup. Il y a encore 6 mois, l'imposition sur le revenu. Non, mais ils sont dans une situation de catastrophe budgétaire dans laquelle ils ont augmenté tous les impôts, diminué énormément les dépenses et fait une tranche à 50%. Nous ne faisons qu'une tranche supérieure. C'est pas du tout la même chose. Une fusion CSG, impôt sur le revenu, mais pas par exemple une tranche supplémentaire pour les hauts revenus. Ça, c'est en train d'être discuté au Sénat en ce moment. Il faudra peut-être, ça a été le cas des États-Unis dans les années après-guerre. Ils sont arrivés à c'était Giscard d'Estaing, c'était 65%. Quand Mitterrand est arrivé, vous vous rendez compte, la dernière fois. On trouve toujours des gens qui ont fait des bêtises et qui vous mettent à l'aise parce que vous en faites de moindre. C'était pas une économie qui allait mal, la France, à ce moment-là, je veux dire. Il ne faut pas voir non plus toujours le fait de diminuer l'impôt comme un facteur de relance de l'économie. Voilà. Plus d'impôts, c'est aussi plus de solidarité. C'est ça que vous voulez dire dans une période de crise. On parlait tout à l'heure de l'intérêt de ce que font des comportements des gens. Il y a une utilité sociale, une utilité économique, vous disiez Bernard. Je crois beaucoup à ça. Alors, je me méfie de l'État qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, qui devient l'arbitre des élégances parce qu'on perd la liberté. Mais il me semble qu'il y a quelque chose sur lequel les gens ne sont pas assez insistants parce que c'est une source d'inégalité considérable, c'est l'enrichissement sans cause que constitue la valorisation de la résidence principale. Je ne comprends pas pourquoi on ne taxe pas les plus-values sur la résidence principale. Donc, alors on me dit c'est le fruit d'un an d'une vie de travail, mais tant que vous ne vendez pas, vous n'êtes pas taxé. Les gens qui vendent leur résidence principale et qui ont gagné beaucoup d'argent sans rien faire... D'accord, c'est donc une de vos propositions, Philippe Magnière. J'aimerais mieux ça qu'une surtaxe au marginal. Merci beaucoup Philippe Magnière, merci beaucoup Bernard Maris et merci à vous d'avoir suivi Élysée 2012, le duel de l'écho. Restez avec nous sur France 24.
Merci.